16 mai 1940, Stonne, un village des Ardennes françaises que personne n'avait prévu de défendre. Une rue principale, 2 rangées de maisons en pierre, et au bout de cette rue, une colonne de Panzer de la 10e Panzerdivision allemande qui attend de passer. Le char B1 bis portant le nom Heure entre dans cette rue à 7h30. Il pèse 28 tonnes. Son équipage, 4 hommes. Son commandant, le sergent-chef Pierre Billotte, 29 ans, fils d'un général, officier que la doctrine française avait formé pour escorter l'infanterie, pas pour conduire une bataille blindée seul. L'état-major français avait dispersé ses chars à raison d'1 ou 2 par kilomètre de front. Sans radio en réseau entre chars, sans appui coordonné. L'heure était là, seule, sans unité blindée en renfort, face à une colonne entière de la Wehrmacht. Ce qu'il allait faire dans les 2 heures suivantes ne figure dans aucun manuel de l'armée française. 13 panzers détruits, en 2 heures, par un seul char. Comment est-ce possible? Et si c'était possible, comment la France a-t-elle perdu? C'est l'histoire du char B1 bis, la machine que l'état-major avait dispersée à raison d'1 escorte par kilomètre et que la 10e Panzerdivision décrivit dans ses journaux de bord comme pratiquement indestructible. Le char B1 bis ne naquit pas d'une ambition offensive. Il naquit d'une peur. 1921. La commission d'études du matériel de la guerre française débat du char de l'avenir. La leçon de 1914 à 1918 est claire pour les généraux qui l'ont vécu. L'infanterie seule meurt dans les tranchées. Il faut de l'acier entre les hommes et les balles. Il faut une machine qui franchit les fils barbelés, écrase les tranchées, protège les soldats qui avancent. Le cahier des charges est formulé autour d'une logique défensive profonde. Le char doit escorter l'infanterie. Il doit absorber les coups. Il doit traverser les terrains les plus difficiles. Il ne doit pas nécessairement communiquer avec d'autres chars. L'infanterie, dans la doctrine française de 1921, avance à pied, à 4 km par heure. Les chars avancent avec elle. Pas besoin de radio en réseau entre blindés. Pas besoin de coordination interunité à haute vitesse. Le char français est une forteresse mobile, pas un sabre de cavalerie. Le char B1 bis est la réponse la plus aboutie à ce cahier des charges. Son blindage, 60 mm sur les faces principales. En 1940, les canons anti-chars allemands standards, le 37 mm PAC 35, ne pénètrent pas ce blindage à moins de 100 mètres en tir frontal. Le canon de char allemand principal du Panzer III, le 37 mm, ne pénètre pas du tout l'avant du B1 bis à quelque distance que ce soit. Son armement principal, un canon SA-35 de 47 mm en tourelle, capable de percer le blindage de tous les chars allemands en service en 1940. Plus un obusier de 75 mm en casemate frontale pour l'appui direct de l'infanterie et la destruction de fortifications. Sa motorisation, un moteur Renault de 307 chevaux. Pour un char de 28 tonnes, c'est une puissance relative suffisante pour traverser les terrains difficiles à 28 km par heure sur route, 15 km par heure en tout terrain. L'heure était, au moment où il entre dans la rue principale de Stonne, le char le plus lourdement blindé et le mieux armé du théâtre d'opération du 16 mai 1940. Ce détail ne figure dans aucun récit populaire de la bataille de France. Les ingénieurs qui avaient conçu le char B1 bis étaient parfaitement conscients de sa supériorité technique sur le matériel allemand de 1940. 60 mm de blindage frontal, l'acier le plus épais de la campagne de France, du côté français comme du côté allemand. Les obus perforants allemands standards rebondissaient dessus. La 10e Panzerdivision la prendrait à Stonne au prix de ses panzers. Ce que les ingénieurs savaient aussi, cette supériorité avait un prix. Le char B1 bis consomme 360 litres d'essence aux 100 km en tout terrain. Sa capacité de réservoir, 400 litres. Autonomie réelle en opération, 150 à 180 km dans les meilleures conditions. En combat intensif,
avec les manœuvres répétées, les accélérations et les rotations que les engagements blindés exigent, cette autonomie tombe à 90 km. La logistique d'approvisionnement en carburant de l'armée française en 1940 n'était pas conçue pour alimenter des chars opérant en profondeur, loin de leur dépôt de ravitaillement dans un mouvement rapide. Elle était conçue pour des chars escortant l'infanterie sur des distances courtes, avec des lignes de ravitaillement stables. La salle se figea. Les rapports arrivèrent. L'état-major lut les demandes de carburant. Les officiers de logistique calculèrent. Les délais s'allongèrent. Les chars attendirent le ravitaillement. Et pendant qu'ils attendaient, Guderian traversait les Ardennes. Le B1 bis avait un second problème, plus structurel. Le pilote commandait l'obusier de 75 mm en casemate en orientant tout le char. Pour pointer le canon principal, il fallait faire pivoter 28 tonnes de blindage. Ce système, fonctionnel en appui d'infanterie lente, devenait une contrainte dans un engagement mobile contre plusieurs cibles en mouvement rapide. Un seul équipage ne pouvait pas combattre sur deux axes simultanément avec la même efficacité. À Stonne, ce problème allait se poser différemment. Parce qu'à Stonne, l'heure était seule. Le Conseil supérieur de la guerre français entre 1934 et 1939 avait organisé la doctrine blindée française autour d'un principe qui semblait, à l'époque, la leçon la plus logique de 1914 à 1918. Les chars ne gagnent pas de bataille en se concentrant. Les chars gagnent des batailles en soutenant l'infanterie. Dispersés sur le front, ils renforcent partout les unités qui avancent. Ils absorbent les coups à la place des hommes. Le maréchal Pétain, qui présidait le Conseil supérieur de la guerre, défendait cette doctrine avec autorité. Il avait gagné Verdun. Il savait ce que la France pouvait absorber comme perte. Son raisonnement était que jamais une armée démocratique ne pourrait se permettre les pertes d'une guerre de mouvement offensif. Il fallait défendre, tenir, absorber. La dispersion des chars était la conséquence logique de cette doctrine. 3254 chars français en mai 1940. Dispersés sur l'ensemble du front, par groupes de 2 ou 3, en appui des divisions d'infanterie. Aucune réserve blindée concentrée. Aucune capacité de contre-attaque massive à un point de crise. Le 14 mai 1940, Guderian perce aux Ardennes avec 1222 chars concentrés sur 80 km de front. La salle des opérations françaises reçut les rapports. L'état-major chercha des réserves blindées à déplacer. Il n'en trouva pas. Elles étaient toutes dispersées. Il restait des chars excellents, des chars meilleurs que les Panzers en blindage et en canon. Mais ils n'étaient pas là où ils auraient dû être. Ils n'étaient jamais là où il fallait, en nombre suffisant, au moment décisif. À Stonne, dans les Ardennes, une unité de chars B1 bis tenta une contre-attaque. Trop peu, trop tard. Trop dispersés. L'heure était là, quand même. Et Pierre Billotte allait faire ce que la doctrine n'avait jamais prévu. Son nom était Pierre Billotte. Il le reçut tôt, fils du général Gaston Billotte, commandant du groupe d'armée numéro 1, l'un des officiers les plus hauts gradés de France. Un nom que tout le monde dans l'armée française reconnaissait en 1940. Pierre Billotte avait passé sa carrière dans l'ombre de ce nom. Officier compétent, formé à Saint-Cyr, pilote militaire, commandant de chars. Mais toujours le fils du général, toujours quelqu'un qui devait encore prouver quelque chose. Ce qu'il fit à Stonne le 16 mai 1940, il le fit seul, sans ordre explicite, sans appui, dans un char que ses supérieurs avaient dispersé en unités isolées en soutien d'infanterie. Il entra dans la rue principale de Stonne à 7h30. Au bout de la rue,
des panzers allemands de la 10e Panzerdivision, Panzer III et Panzer IV. Des chars que la doctrine française avait prévu d'affronter en escorte d'infanterie sur des positions préparées. Pas seul, pas dans une rue étroite, pas en attaque. Billotte ne rebroussa pas chemin. Il engagea. Le premier Panzer, le canon SA-35 de 47 mm en tourelle, à courte portée, perforation directe. Le Panzer III brûle. Le deuxième, même résultat. Les obus des Panzers frappaient l'heure. Ils rebondissaient. 60 mm de blindage frontal absorbent les 37 mm allemands à cette distance comme des galets sur de l'acier. Billotte manœuvra dans la rue étroite, fit pivoter 28 tonnes en utilisant les maisons comme appui de dégagement, continua l'engagement. Le premier raid échoua à sortir par le bout de la rue. 3 panzers bloquaient le passage, 2 en feu, 1 immobilisé. Billotte ressortit par où il était entré, rechargea, revint. Cette séquence, entrer, engager, ressortir, revenir, fut répétée. L'échec de la première traversée lui avait appris quelque chose d'irremplaçable. La rue était un entonnoir qui favorisait la puissance de son blindage. Il le transformait en avantage. Cette leçon allait être appliquée avec une précision implacable. La Vickers-K avait été adaptée au désert. Le char B-1 bis n'avait pas besoin d'être adapté. Il était exactement ce qu'il prétendait être. Ce qui manquait à Stone ce matin-là, ce n'était pas la machine. C'était la doctrine pour l'utiliser. Mais dans la rue principale de Stone, il n'y avait pas le temps pour la doctrine. Billotte et son équipage comprirent très vite la logique mécanique de leur situation. Le B-1 bis, dans une rue étroite, ne pouvait pas être pris en flanc. Les maisons empêchaient tout débordement. Les Panzers ne pouvaient pas frapper son blindage frontal avec leurs 37 mm à cette distance. Lui pouvait percer leur blindage avec son SA-35 de 47 mm depuis n'importe quel angle, à n'importe quelle portée inférieure à 400 mètres. La rue étroite que l'état-major aurait considérée comme un piège était une forteresse dirigée. La profondeur de l'obusier de 75 mm en casemate devint une arme secondaire contre les positions de soutien ennemies sur les côtés de la rue. Les panzers statiques fournissaient des cibles fixes. Le SA-35 de 47 mm en tourelle pivotait pour les engager un par un. Il y avait un problème, les munitions. Un D1 bis embarque 74 obus de 47 mm et 75 obus de 75 mm. Dans un engagement aussi intense, contre autant de cibles rapprochées, la consommation de munitions était rapide. Billotte géra l'économie des tirs avec la précision d'un homme qui savait qu'il n'aurait pas de réapprovisionnement. Un obus, un panzer. En 2 heures de combat, l'heure reçut 140 impacts d'obus allemands. 140. Aucun ne perça le blindage principal. Certains arrachèrent des pièces de carrosserie. Certains déformèrent des trappes. Aucun ne pénétra la caisse ou la tourelle. À 9h30, 13 panzers gisaient dans et autour de la rue principale de Stone, 2 Panzer IV et 11 Panzer III. L'heure était toujours debout. Billotte sortit la rue avec un char intact et un équipage indemne. 9h45. Pierre Billotte stoppe l'heure en bordure de Stone et ouvre la trappe de commandant. La fumée des panzers détruits monte droit dans l'air immobile du matin ardennais. Une odeur de caoutchouc brûlé, de graisse fondue, de peinture calcinée. L'acier chaud de la tourelle. Le sol vibrait encore, ou peut-être était-ce lui. 13 épaves sur 200 mètres de rue. 140 impacts sur la coque. L'heure n'avait pas un seul percement. Le journal de bord de la 10e Panzerdivision, retrouvé dans les archives militaires allemandes de Fribourg-en-Brisgau et publié partiellement en 1952 par des historiens militaires français, consigna ce qui suit. Le 16 mai 1940, entre 7h30 et 9h30, la progression du 2e bataillon de Panzer sur Stone
fut stoppée par un seul char ennemi modèle B-1 bis. Les obus perforants de calibre 37 mm n'eurent aucun effet sur son blindage à courte portée. Le blindage s'avéra praktisch unzerstörbar, pratiquement indestructible dans les conditions d'engagement observées. Pertes enregistrées pour le bataillon, 13 véhicules blindés, un seul char français, 13 Panzers. Ce n'est pas de la géographie française, c'est dans le journal de bord allemand. Rommel, qui avait étudié les rapports de la campagne de France après 1940 pour ses conférences de doctrine, nota dans ses papiers « Le char B-1 bis ne pouvait pas être engagé efficacement par les calibres anti-chars standards de 1940. Cette lacune dans notre équipement aurait dû être identifiée avant la campagne. Elle avait été identifiée par les officiers français qui avaient demandé des concentrations blindées depuis 1934. Ils n'avaient pas été entendus. Après la bataille de Stonne, le village changea de main 17 fois en 3 jours, record absolu de la campagne de France. Les chars B-1 bis qui y combattirent obtinrent des résultats exceptionnels à chaque engagement. Mais ils étaient trop peu, trop dispersés, sans coordination radio efficace entre eux. La 10e Panzer-Division finit par contourner Stonne. Le 22 juin 1940, la France signait l'armistice. 21 jours après Stonne. 21 jours après qu'un seul char français avait tenu une rue entière contre 13 Panzers et n'avait pas été percé. La bataille de Stonne força la Wehrmacht à documenter officiellement la menace que représentait le B-1 bis. En juillet 1940, l'OKW transmit une directive aux unités anti-chars. Le B-1 bis ne peut être neutralisé par les calibres 37 mm et 50 mm qu'à des portées inférieures à 50 mètres et uniquement en tir latéral. La solution recommandée était l'emploi du canon de 88 mm flak en tir tendu anti-char. Le 88 mm avait été conçu pour abattre les avions. L'Afrika Korps allait le réemployer comme arme anti-char principale contre les blindés alliés en Afrique du Nord. La renommée du 88 mm allemand comme anti-char dévastateur trouve une de ses origines dans l'incapacité des calibres standards à stopper le B-1 bis en 1940. La France avait construit un char si bien blindé que l'ennemi fut contraint de réorienter une arme antiaérienne en anti-char pour le neutraliser. Un seul char B-1 bis, 13 Panzers détruits, 140 impacts reçus. Aucun n'avait percé le blindage. Aucun. Et la France possédait 3254 chars le 10 mai 1940, davantage que l'Allemagne. Ces 3 chiffres méritent d'être répétés lentement. 3254 chars, plus que d'ennemis, meilleur blindage, canon supérieur, 46 jours pour vaincre. Parce que 3254 chars dispersés à 2 par kilomètre de front ne sont pas une armée blindée. Ils sont une illusion de puissance. À Stonne, ce matin-là, Pierre Billotte ne sauva pas la France, mais il prouva dans le journal de bord d'une division blindée ennemie ce que la France aurait pu faire si ses chars avaient été utilisés comme Guderian utilisait les siens. L'heure est revenue de Stonne avec 140 cicatrices sur sa coque et pas un seul percement. Il méritait une armée qui le comprenait. Certains chars gagnent des batailles. Certains chars gagnent des batailles que leur armée n'avait pas prévu de livrer. Certaines victoires sont inscrites dans les archives ennemies. Elles n'ont pas besoin d'être défendues. Elles ont besoin d'être lues. Billotte avait fait ce qu'aucun manuel n'avait prescrit. L'état-major lui avait donné un char seul. Il leur avait rendu 13 épaves ennemies. La France n'a jamais manqué de génie. Elle a manqué d'écoute.